On va remonter le temps. Loin, hein, bien avant Rome, bien avant Athènes. On part ensemble aux origines de notre monde urbain, pour découvrir comment les toutes premières villes de l'histoire ont bien pu voir le jour, là-bas, dans l'ancienne Mésopotamie. Alors, juste un instant, essayez d'imaginer un monde sans ville. Pas de métropole, pas de centre urbain, même pas le moindre petit village un peu grand. Rien. Juste un monde de petites communautés rurales éparpillées. C'est vraiment de là qu'il faut partir pour saisir l'une des transformations les plus incroyables de toute l'histoire humaine. Et là, on voit parfaitement la rupture, le avant-après si on veut. D'un côté, on a le monde du néolithique, des sociétés de village, une agriculture qui sert juste à survivre, et une organisation, somme toute, assez simple. Et de l'autre, ce qui émerge en Mésopotamie, les premières cités, des surplus de nourriture qui permettent à certains de devenir artisans ou prêtres, et une société beaucoup, beaucoup plus complexe, avec une vraie hiérarchie. C'est un changement radical. Mais alors, comment est-on passé de l'un à l'autre? Eh bien, tout commence avec la géographie. Tout part d'un défi environnemental assez unique, au cœur de la Mésopotamie, cette terre qui a été façonnée par deux fleuves au caractère bien trempé, le Tigre et l'Euphrate. Et voilà le grand paradoxe de cette région. D'un côté, ces fleuves sont un véritable cadeau. Leurs crues déposent des alluvions, du limon, qui rendent la terre incroyablement fertile. Mais de l'autre, c'est une contrainte énorme, parce que, contrairement au Nil en Égypte, qui est très régulier, le Tigre et l'Euphrate sont totalement imprévisibles. Leurs crues peuvent être dévastatrices. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Alors, face à un tel défi, quelle a été la réponse? L'ingéniosité et surtout la coopération. Il a fallu se mettre au travail, creuser des canaux pour amener l'eau là où on en avait besoin, construire des digues pour se protéger des inondations. Et le point crucial, c'était d'organiser le travail de milliers de personnes ensemble. C'est cette obligation de gérer l'eau collectivement qui va être l'étincelle. Et la conséquence de cette coopération un peu forcée, c'est quoi? C'est qu'en maîtrisant l'eau, on se retrouve avec des surplus agricoles. Mais pas juste un petit peu, des surplus gigantesques. Et c'est ça, ce surplus de nourriture, qui va déclencher une véritable révolution, transformer la société et donner naissance aux premières cités. Et voilà le point clé. À partir du moment où la nourriture est abondante, tout le monde n'est plus obligé de travailler dans les champs. Et ça libère du monde, ça libère du temps. C'est ce qui permet à de nouveaux métiers d'apparaître. Des artisans, des prêtres qui s'occupent du sacré, et des administrateurs pour gérer tout ça. La société se diversifie, elle se complexifie. Le résultat? Des agglomérations d'une taille jamais vue auparavant. Prenons l'exemple d'Uruk, qu'on considère souvent comme la toute première métropole de l'histoire. À son apogée, sa population aurait atteint près de 40 000 personnes. Pour l'époque, c'est juste phénoménal. Ça change complètement les règles du jeu. Évidemment, pour gérer autant de monde, il faut une nouvelle structure sociale, une structure très hiérarchique. On le voit bien avec cette pyramide. Tout en haut, le roi et sa cour, qui sont les intermédiaires avec les dieux. En dessous, l'élite, les prêtres et les hauts fonctionnaires. Puis, on trouve les artisans et les commerçants. À la base, l'immense majorité des paysans. Et tout en bas de l'échelle, les esclaves. C'est une organisation très rigide, oui, mais qui s'est avérée efficace. Mais cette nouvelle vie en ville, cette société complexe, ça amène un autre défi. Et un défi de taille. Comment on fait pour administrer une économie de redistribution, pour gérer les impôts, pour organiser la vie de dizaines de milliers de personnes, sans avoir nos outils modernes? C'est vraiment la question centrale qui se pose à ce moment-là. La mémoire humaine, elle a ses limites, elle ne suffit plus. Il faut un nouvel outil, une nouvelle technologie pour stocker l'information. Et la réponse à cette question, ça va être l'une des plus grandes inventions de toute l'histoire de l'humanité. Et la voici, cette solution. L'écriture cunéiforme. Le plus fascinant, c'est que l'écriture n'a pas été inventée pour écrire de la poésie ou de grands récits. Non, pas du tout. Elle est née d'un besoin purement pratique, un besoin administratif. Gérer les stocks de grains, noter qui a payé ses taxes, enregistrer les transactions. C'est la comptabilité qui a inventé l'écriture. C'est assez fou quand on y pense. Mais bien sûr, une fois que l'outil existe, il évolue de manière spectaculaire. Ce qui a commencé comme un simple système de compta va devenir, des siècles plus tard, le moyen de graver dans la pierre des lois complexes, comme le célèbre Code d'Hammurabi. Et puis, au fil du temps, ça deviendra le support pour transmettre les mythes, l'histoire, le savoir, bref, pour construire une culture durable. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça aujourd'hui? Parce que ces innovations, ce ne sont pas juste des curiosités historiques qu'on trouve dans les musées. Ce sont, littéralement, les fondations sur lesquelles notre monde moderne est construit. Il suffit de regarder cette liste. L'idée d'un État central, la vie en ville, l'usage de l'écriture pour l'administration, une société très hiérarchisée, le commerce sur de longues distances. Tous ces concepts, qui nous semblent si évidents aujourd'hui, eh bien, ils ont été inventés là-bas, en Mésopotamie. Et cette phrase finale résume parfaitement l'idée.
Le plan d'architecte de notre société, administrative et urbaine, a été dessiné il y a des millénaires dans cette plaine fertile. En observant la naissance des premières cités, on ne fait pas que regarder le passé, on découvre en fait les racines profondes de notre présent.